Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois David de Fort Johnson qui vient nous parler de l'ACPAM. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, ce que les épreuves nous enseignent. Notre invité en début de deuxième demi, Maryse Bonenfant, vient nous présenter Myéline qui a rapport à l'intelligence artificielle et son rapport avec la santé mentale. Alors tout ça dans le menu cette semaine de Folie douce. Bienvenue chez nous. Ici Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce. Je suis maintenant accompagné de mon invité, David de Fort Johnson. Bonjour, M. Fort Johnson. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de l'ACPAM. Tout à fait. On est heureux de vous recevoir à l'émission Folie douce. On veut justement tout savoir sur l'ACPAM. Qu'est-ce que les lettres veulent dire d'abord de cette organisation? L'ACPAM, ça veut dire l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladies mentales. Qui existe depuis longtemps quand même. Oui, effectivement, ça existe depuis 1980, donc 40 ans. Ouais. Oui, donc, peut-être dans les premiers organismes qu'on dit donc d'aide là, qui étaient en dehors des milieux hospitaliers, qui pouvaient aider les familles, justement. Là. Oui, tout à fait. On est en fait la première association francophone à avoir la mission qu'on a, qui est d'aider les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. OK. Et comment on peut définir la situation actuellement de l'ACPAM? Est-ce que ça a beaucoup évolué, puis ça a changé, puis l'association s'est adaptée avec les années? Les besoins ne sont pas les mêmes, mais comment on peut définir comment est l'ACPAM aujourd'hui? Et donc, l'ACPAM aujourd'hui, on offre une panoplie de services individuels et de groupes et qui visent en gros à améliorer le bien-être des membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. C'est sûr que depuis mars, avec la pandémie et tout, nous avons adapté nos services à cette réalité-là. Donc, on offre des services en présentiel, mais quand même, on offre la plupart de nos services à distance. On a aussi dû adapter un peu les services parce que dans le passé, c'était beaucoup des groupes qui fonctionnaient très bien, tandis que maintenant, on voit avec la situation, les plateformes en ligne, etc., les groupes, ça marche un peu moins bien. Donc, on offre plus de services en individuel. Mais toujours est-il que tout ce qu'on fait, en fait, ça vise les membres de l'entourage. Et donc là, on travaille auprès des jeunes, on travaille auprès des proches aidants, des personnes aînées. Donc, on a quand même plusieurs groupes au sein des membres de l'entourage, parce que les membres de l'entourage, ils sont variés. Ils sont soit plus jeunes, plus vieux. Ça peut être des gens de la famille immédiate, ça peut être des gens, des amis. C'est très, très large. C'est très large. Mais avant la pandémie, justement, est-ce que vous aviez déjà pensé ou est-ce que vous aviez déjà mis en place des services plus virtuels? Parce qu'on est tellement dans le monde de la technologie, la pandémie a comme donné un coup de barre à tout le monde, là, mais est-ce que vous aviez déjà amorcé quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, ça fait quelques années qu'on mise de plus en plus sur la technologie dans les services qu'on offre. Et donc, en fait, on avait commencé en 2018 déjà de créer des formations en ligne, donc des formations interactives en ligne qu'on peut suivre à la maison ou peut-être au bureau, à notre rythme. On n'est pas obligé de venir une fois par semaine aux locaux de l'ACPAM. On peut suivre des formations en ligne à notre rythme quand on veut, etc. Ouais. Donc, ça fait quelques années déjà qu'on commence à miser un peu sur les services en ligne. Et donc, c'est vrai que la pandémie, comme vous dites, ça a accéléré. Ça a accéléré pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est vrai, parce qu'autrefois, les groupes d'entraide ou les associations, ça, on a toujours le modèle en tête de dire les gens viennent sur place, on fait une rencontre à telle heure, tel jour. Là, on est dans un autre monde complètement. Oui, effectivement. Et on voit aussi que les besoins des personnes, c'est aussi différent. Parce que peut-être on a eu un enfant qui était parti de la maison il y a quelques années, mais il a perdu son emploi en lien avec la pandémie. Donc, l'enfant, il est revenu à la maison. Et donc, tout a été un peu bousculé par cette réalité-là. Donc, les besoins aussi qu'on peut avoir. Et donc, on adapte aussi nos services un peu en fonction de ça. Oui, au niveau de la santé mentale, M. Fort Johnson, donc comment ça aussi, ça a sûrement changé parce que il y a une époque où notre émission commençait, où je voyais souvent des jeunes adultes dans des organisations. Souvent, c'était leurs parents qui étaient les proches. Les services étaient un peu plus visés vers eux. Là, comme vous disiez tantôt, il y a les jeunes que vous pouvez justement essayer d'approcher, les personnes âgées. On a l'impression que la santé mentale, c'est comme démocratisé à travers tous les âges. Comment on peut... est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce qu'il y a comme un modèle qu'on peut sortir de...
Ça me fait penser à plusieurs choses. Effectivement, les services qu'on offre aux jeunes, on développe en ce moment des formations sur mobile. On avait parlé de la technologie tantôt, donc on développe des services, des formations sur mobile qui visent les jeunes et qui ont peut-être des amis qui vivent de l'anxiété en lien avec leurs études, ou peut-être le frère ou le sœur. Donc ça c'est un contexte qui n'est pas, on va dire, le parent qui a un enfant qui est en difficulté, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de parents, mais on voit que ça commence à se diversifier. Ouais. Et aussi, depuis 2019, on a commencé à offrir des services aux entreprises, aux organisations, parce qu'on voit que de plus en plus, il y a des problèmes de santé mentale en milieu de travail. Et donc ça aussi, on s'est aperçu que donc il y a plus de problèmes de santé mentale en milieu de travail, mais il y a peu de services qui s'offrent à l'équivalent de l'entourage en milieu de travail. Donc c'est qui l'entourage en milieu de travail? Bon, si on a un employé qui est en difficulté, qui vit une dépression ou qui vit un burn-out, l'entourage, ça va être le gestionnaire ou les collègues. Souvent, ils sont là, mais ils ne savent pas s'ils doivent en parler avec la personne, s'ils ne devraient pas en parler, ou s'ils devraient faire quelque chose ou pas faire quelque chose. Les gens dans l'entourage en milieu de travail, on est un peu démunis face à ces problématiques-là. Donc, ça peut avoir un impact sur le climat, sur les relations au travail. Donc, en fait, on offre des services en milieu de travail pour essayer d'aider notamment les gestionnaires à accompagner les membres de leur équipe qui vivent avec des difficultés de santé mentale. Donc, on a rencontré d'autres organisations, puis on a l'impression que c'est comme ça s'en va vers cette direction-là. On a l'impression que on se trouve vers la société, vers les milieux, alors qu'autrefois, c'était pas ça du tout. C'était comme un milieu plus fermé, le domaine de la santé mentale. Donc, c'est quand même, il y a des défis, c'est motivant quand même. Tout à fait, c'est à la fois des défis et c'est très motivant, parce que même en tant qu'organisme communautaire, ça fait maintenant 3 ans et plus que je suis directeur, et avant je voyais que c'était comme si c'était un milieu plus fermé, alors que maintenant on présente le fait qu'on est un organisme communautaire et qu'on offrait des services aux entreprises, et que on voit que la perception elle est différente. Et ok, la santé mentale, oui, et surtout suite à la pandémie, maintenant tout le monde parle du fait que avec le télétravail, les enfants à la maison, la santé mentale, surtout en milieu de travail, on voit qu'on fait beaucoup de progrès par rapport aux préjugés, parce que la société en général, on a fait beaucoup de progrès depuis des années, mais en milieu de travail, ça restait quand même très tabou, et ça l'est encore, mais on voit qu'après la pandémie, c'est comme si ça commence à faire son chemin. On a beaucoup plus parlé, effectivement. S'il y a un bon côté de la pandémie de la COVID-19, c'est qu'on a plus parlé aussi qu'il y a la santé physique et la santé mentale. Dans le fond, les deux sont vraiment importantes pour les individus. Oui. Non, je ne veux pas positiver ce qui s'est produit avec la pandémie, etc. Mais je crois que cette situation démontre que les services que nous offrons, ils sont des services qui sont pertinents, qui répondent à des besoins de la population, et que la population a des besoins en lien avec la santé mentale. Et c'est correct, ça fait juste partie de la vie. Et donc, on essaie de, entre guillemets, profiter un peu de ça pour continuer de diminuer les préjugés face à la santé mentale et d'augmenter les chances que les gens viennent recevoir des services, parce que c'est ça ce qu'on souhaite faire. On souhaite offrir des services à la population dont elle a besoin. Oui, et l'ACPAM, vous êtes aussi physiquement accessible. Je pense qu'il y a certainement encore des services qui sont disponibles à vos bureaux. Vous êtes au centre-ville de Montréal, je pense. Tout à fait, oui. On est en face du métro Baudry, donc on reçoit encore des personnes sur place. Mais aussi, on essaie vraiment de multiplier un peu les moyens par lesquels on peut rejoindre la population. Donc, je pense à un autre projet qu'on fait, et on a mis en place un service avec des pères aidants famille. Donc, c'est quoi un père aidant famille? En fait, c'est un membre de l'entourage. Donc, P-A-I-R, père, c'est un membre de l'entourage qui a un vécu et qui est en rétablissement aujourd'hui. Et donc, la personne peut échanger avec d'autres membres de l'entourage pour partager son histoire, donner l'espoir, montrer un exemple de regardez, moi je suis en rétablissement aujourd'hui, ça fait 10 ans, mais avec le temps et avec des services, vous aussi vous pouvez être en rétablissement dans votre vie, etc. Donc on a mis en place ce service, et en fait, suite à la pandémie, on avait décidé d'offrir ce service sur une ligne 1-800. Donc, on a mis ça en place, encore une fois,
on est disponible sur place, mais on essaye, tant en ligne que par téléphone, on essaye de multiplier les moyens par lesquels les personnes peuvent nous rejoindre pour donner plus d'accès au service. Donc, le père aidant, finalement, va aider d'autres familles, c'est ça? C'est quelqu'un qui a vécu une situation, qui est entouré à ce moment-là, puis qui va mieux, puis il va peut-être justement aider, c'est un peu ça le mandat du père aidant, d'aller, par son vécu, d'amener une crédibilité, puis d'aider à peut-être trouver des solutions à la famille qui est éprouvée par ça. Tout à fait. Donc, on appelle ça le père aidant famille, parce qu'il y a des pères aidants qui sont des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec une problématique de santé mentale, qui aident d'autres pères. Là, c'est le père aidant famille, parce que c'est un membre de l'entourage, donc qui a quelqu'un dans son entourage qui vit avec une problématique et qui aide d'autres membres de l'entourage. Et donc, c'est exactement ça. Quand on s'était parlé il y a à peu près plus de 3 ans, et je vous ai sûrement posé la question, je vais la reposer encore, mais dans le fond, comment vous voyez l'avenir de l'ACPAM? À ce moment-là, vous veniez d'arriver à peu près, là, mais maintenant que vous êtes en place, comment vous voyez peut-être les prochains mois, prochaines années à l'ACPAM? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que plus on parle de la santé mentale et plus on diminue les préjugés, plus on voit que tout le monde, à un moment dans sa vie, peut avoir besoin de parler avec quelqu'un, etc. Donc, moi, on continue de développer notre expertise. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour notre organisation parce que je vois l'impact que nous avons dans la vie des personnes. J'ai la chance d'avoir des personnes qui passent dans mon bureau pour me dire « Monsieur, on ne se connaît pas, mais merci pour les services que vous offrez parce que ça a un vrai impact dans ma vie. » Et donc, j'ai beaucoup d'espoir, même si les situations qui sont vécues par les membres de l'entourage sont très difficiles. Nous avons des services qui sont pertinents et qui répondent à leurs besoins. Donc, j'aime ça, ce que je fais. Je crois beaucoup en ce que nous faisons. Donc, en tout cas, pour l'avenir, je crois qu'il... Beaucoup d'espoir. Là. Beaucoup d'espoir, oui. Et vous, aviez-vous, avant de prendre part, avant de devenir directeur général de l'ACPAM, baigné un peu dans le milieu de la santé mentale ou est-ce que vous aviez déjà comme un bagage derrière vous? Non, en fait, je ne connaissais pas nécessairement la santé mentale avant de venir à l'ACPAM. En fait, j'étais impliqué dans l'assistance humanitaire. Donc, j'étais en Afrique, au Moyen-Orient. Donc, j'offrais de l'assistance, mais d'une autre façon à d'autres personnes. Et, donc, je ne connaissais pas trop le monde de la santé mentale, mais maintenant, 4 ans après, je suis très content de faire partie un peu de cet univers parce que je trouve que voilà, c'est beau ce qu'on a à offrir, les personnes que ça me permet de rencontrer aussi. Il y a une vraie humanité, les contacts que je crée et qu'on crée. C'est le fun, j'aime ça beaucoup. Ben oui, c'est excellent. J'aimerais ça qu'on mentionne les coordonnées parce que pour en savoir plus ou pour avoir des services, je me demande que vous avez toutes les informations sur un site web. Tout à fait. Donc, c'est www.aqpamm.ca. Sinon, vous pouvez appeler 514-524-7131. D'accord. Donc, acpam.ca, facile. Et donc, on rappelle les lettres, ce que ça signifie, l'association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Bien, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Merci beaucoup, David Ford Johnson. Vous êtes directeur général de l'ACPAM. Puis, on vous souhaite une bonne continuation. Puis, de beaux défis, en fait, de beaux projets aussi avec tout ce qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous proposes ce que les épreuves nous enseignent. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Isabelle Taube, T-A-U-B-E-S. Elle est journaliste française. C'est pas la première fois d'ailleurs que je vais lire un article écrit par cette dame. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Que tout ce qui touche à la santé mentale, c'est sur le site psychologie.com. Et on dit souvent, les choses, quand il arrive quelque chose de négatif, ça nous enseigne quelque chose. C'est justement probablement ce que tu vas nous prouver un peu avec cet écrit-là. Exactement, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Crise de couple, licenciement, maladie grave, si les épreuves rendent éminemment vulnérables, elles sont aussi, en trouvant les bons soutiens, l'occasion de se redéfinir et de poser un autre regard sur soi. » Elle nous dit « Chaque jour, nous sommes assaillis par un flot de mauvaises nouvelles qui alimente un sentiment d'insécurité et de précarité.
Et dans une société misant sur la consommation plus que sur le lien social, il n'y a pas à s'étonner qu'une plus grande peur soit de devenir pauvre ou d'être dépossédé. Je pense qu'on a tous peur de ça. Elle nous dit, si mon compagnon ou ma compagne me quitte, l'isolement me guette. Si je perds mon travail, je vais me retrouver à la rue. Si je tombe malade, je risque l'exclusion du monde normal, soit celui des bien portants. Tout est là pour que nous nous sentions sans recours. Pourtant, ce contexte inquiétant n'est pas seul responsable de la sidération qui s'empare de nous face à la perspective d'une séparation amoureuse, à l'annonce d'un congédiement ou d'une maladie grave. En effet, nous dit le psychanalyste français Olivier Douville, toutes les épreuves majeures de l'existence, quelle que soit leur nature, renvoient à une situation de détresse originelle. Ouais. C'est toujours ça qu'on ressent. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas penser que ça n'arrivera jamais des épreuves. Il faut juste être au courant que ça va arriver sans devenir défaitiste, mais en même temps en se disant comment je peux peut-être conjuguer avec ça. Oui. Confrontés à ces épreuves, nous redevenons le petit enfant sans défense que nous avons été un jour, ou le bébé dépendant totalement pour subsister du bon vouloir de l'autre, soit la mère nourrice. Face à l'épreuve, nous dit Mme Taube, une même interrogation surgit, pas toujours consciente. Qui pourrait encore vouloir de moi? Qu'est-ce que je vaux maintenant? Qu'est-ce que je vais devoir renoncer à l'être avec lequel je pensais passer ma vie ou que mon patron m'a donné congé? Notre espace intime est malmené. Le regard que nous portions sur nous-mêmes est brutalement mis en cause. Les événements pénibles nous poussent à découvrir des schémas de pensée qui, à notre insu, conditionnent notre moi. Nous allons rencontrer notre vulnérabilité ou, au contraire, des potentialités, des forces de vie insoupçonnées. C'est vrai que dans les épreuves, on va découvrir, après le choc du début, là, on trouve des forces insoupçonnées. Oui, pas tout de suite, c'est vraiment plus tard. Ouais. C'est ça la sagesse qu'on dit, le temps, l'expérience. Ça, oui, on se trouve des forces qu'on ne pensait ne pas avoir. Ouais. Madame Taube poursuit en nous disant, depuis leur apparition sur Terre, les êtres vivants ont mis en place 2 grandes stratégies de survie, le combat et la fuite. Au cours de l'évolution chez les humains, ces réponses physiques ont été remplacées par des parades plus intellectuelles. Que faire pour venir à bout des problèmes? Les analyser ou les nier? Accuser les autres, le destin ou Dieu, demander de l'aide, s'enfermer en soi-même. Selon le psychanalyste Olivier Douville, psychanalyste français, pour affronter une difficulté qui met notre être en jeu, la priorité est d'apprendre à distinguer. Il nous dit, un licenciement n'est pas du même ordre qu'une rupture amoureuse, même si les 2 occasionnent une sensation de solitude, une blessure d'amour-propre et des angoisses d'abandon. Ensuite, nous dit-il, il faudrait éviter de raisonner en termes de destinée, c'est-à-dire je suis plaqué par mon partenaire ou renvoyé de mon emploi ou gravement malade. Faut pas dire c'est mon destin ou il devait en être ainsi, je le mérite parce que je suis un moins que rien. Plus nos tendances masochistes et nos impulsions à nous faire du mal sont puissantes, plus résister à la tentation de se voir comme prédestiné au malheur est difficile. Au contraire, nous devons nous efforcer de réaliser que forcément d'autres ont vécu ce drame qui s'est abattu sur nous. Et même si nous nous sentons réduits à rien, en réalité, nous venons d'accéder à un nouveau statut. La difficulté que nous rencontrons ne fait pas de nous des parias ou des exclus de ceux qu'on aime ou du monde du travail ou de l'univers des bien portants. Elle nous oblige en fait à nous définir autrement. Ma partenaire m'a quitté, mais je ne suis pas devenu un déchet. Je suis de nouveau célibataire. Je suis licencié, mais je ne suis pas devenu inutile et incapable. C'est un moment de vie pour faire le point et me demander ce que je sais faire et ce dont j'ai envie. J'ai un cancer, mais je ne suis pas réduit à ce mal. Mon destin n'est pas d'en mourir. Néanmoins, pour survivre, je dois m'en remettre à la médecine. Oui, c'est une bonne philosophie de vie, justement, d'essayer de... Mais on réalise pas sur le coup, c'est souvent par après qu'on peut y arriver. Ça me fait penser à la pensée positive. Oui.
On n'a pas le choix. En fait. Non, c'est sûr que c'est mieux d'être positif que pas du tout, mais de toute façon, tu vas poursuivre, Pierre, après, un peu plus tard dans l'émission. Donc, ce que les épreuves nous enseignent, il y a beaucoup de sagesse à acquérir. On va écouter ça plus tard à l'Espresso allongé. À venir dans l'émission, notre invitée est Maryse Bonenfant qui nous présente Myéline. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec ce que les épreuves nous enseignent. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez l'émission Folie Douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'ai le plaisir d'accueillir Maryse Bonenfant. Bonjour Maryse. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci de me recevoir. Ben oui, ça nous fait plaisir. Tu vas nous parler de Myéline, M-Y-E-L-I-N. Tu es coprésidente, directrice des connaissances et fondatrice de Myéline. Qu'est-ce que c'est Myéline? Alors, Myéline, c'est une jeune pousse montréalaise, jeune 2017, qui avait comme mission de rendre accessibles et utilisables les connaissances en santé mentale, dans un premier temps, en fait. On a commencé notre prototype en autisme, puis on commence justement cette année à s'ouvrir. Et en intelligence artificielle, finalement, c'est ça qui est un peu l'aspect innovateur de la chose, parce que la santé mentale, on s'y intéresse depuis des décennies, mais cette approche-là est assez nouvelle, même si je pense que l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Là. L'intelligence artificielle existe depuis longtemps. La façon de la faire change avec le temps. Nous, on essaie de combiner, en fait, plusieurs approches. Je pense que la phrase qui résume à peu près toute notre approche, c'est briser des silos, autant dans notre technologie que dans les domaines auxquels on s'intéresse. Donc, on veut mélanger l'intelligence collective avec l'intelligence artificielle. On veut utiliser des modèles probabilistiques, un peu comme le deep learning, à des modèles plus logiques, plus traçables, comme les ontologies ou n'importe quel système expert d'avant. Oui. Et comment l'intelligence artificielle peut justement aider les gens à... Est-ce que vous trouvez à donner plus d'informations aux gens, ou est-ce que c'est une façon de mieux se gérer sa santé mentale? Au bout de la ligne, ça fait quoi, finalement? Nous, en fait, on s'intéresse à l'information. C'est le cœur de ce qui nous intéresse, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour qui, et surtout de le transférer à la bonne personne. OK. Donc, on s'en sert pour plusieurs choses. Dans notre application, il y a tout le système de recherche à la base, pour lequel on fait un peu d'intelligence artificielle pour aider à trouver les résultats les plus pertinents par rapport à ce que la personne recherche. Le plus compliqué, c'est toujours de comprendre le sens de la question. Oui, c'est d'écrire la bonne question, là, souvent, quand on recherche. Aussi, en fait, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on cherche, on ne sait pas toujours avec quel terme les chercher. Et les systèmes de recherche, la plupart du temps, comprennent les mots qui ont été tapés, mais ne comprennent pas dans quel sens on les dit. Donc, on essaie beaucoup de s'intéresser au sens de la question, à l'ordre des mots, mais surtout à la sémantique qui est derrière. Parce que si la personne écrit quelques mots, elle veut dire, tu sais, c'est ça, l'enfant, elle veut peut-être pas dire ça, mais elle essaie d'expliquer, elle essaie de décrire des mots qui font du sens pour elle, c'est ça? Oui, puis est-ce qu'on parle de quelque chose pour aider quelque chose d'autre ou en dépit de quelque chose d'autre? Est-ce que, c'est quoi le contexte autour, en fait, qui est si riche et si essentiel en santé mentale que souvent on n'a pas? La deuxième façon qu'on l'utilise, c'est qu'on fait notre système permet d'évaluer si une intervention marche ou non avec la personne. C'est un système de suivi à distance, en fait, d'intervention à distance, ou est-ce que ce soit de l'auto-soin, du self-help, tu prends ta santé mentale en main, tu essayes quelque chose, ou avec l'accompagnement d'un intervenant, l'idée, c'est de regarder est-ce que ça marche pour cet objectif-là? Si je veux réduire mon anxiété, est-ce que la méditation fonctionne ou je suis mieux d'aller courir? Qu'est-ce qui marche pour moi? Et après, de pouvoir dire, pour les personnes qui sont proches qui ont des caractéristiques communes, les profils similaires, il y a plus de chances que ça marche pour eux. Donc, d'aller vérifier si ça marche aussi pour les autres et comme ça, commencer à faire des recommandations. Donc, c'est comme de croiser finalement les cas qui fonctionnent bien puis donner peut-être les succès, là, c'est ça, aux autres personnes qui cherchent quelque chose de similaire. Là. Quand je parlais de briser les silos, on veut faire le lien entre ce qu'on étudie dans la science de ce qui marche ou non et ce qu'on voit réellement sur le terrain qui marche ou non. On peut jamais tout étudier, on n'étudie jamais avec tout le monde. En autisme, on étudie particulièrement chez les garçons parce que c'était l'école la plus facile à trouver à la base. Ce qui a fait que ça nous a pris plus de temps de diagnostiquer chez les femmes et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui marche comme intervention chez les femmes. On ne sait pas si c'est les mêmes ou non.
Il n'y a que sur le terrain qu'ils le savent pour l'instant. Et Myéline, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est une application? Multiplateforme, donc c'est un site web, c'est une application. En fait, Myéline est une progressive web app à l'origine. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'installer un mini raccourci sur son téléphone. Pendant le COVID, on s'est séparé notre produit en deux. Okay. Il y a un produit plus de télépratique, donc de suivi à distance des interventions avec l'intervenant, qui, lui, est en application mobile, téléchargeable sur les App Store. C'est Synerpsy, donc Synergie et Psychologie, SYNERPSY. Donc, c'est ça le nom de l'application qu'on peut... De l'application qui peut être téléchargée, qui n'a pas la recherche d'informations. C'est vraiment fait pour les intervenants qui veulent collaborer avec la personne concernée par donc leur patient ou leur client, mais aussi avec l'écosystème autour. Que ce soit, par exemple, le premier cas que j'avais vu, c'était un jeune qui a le professeur, l'orthopédagogue, les parents séparés et la gardienne, la grand-mère, etc. Tout le monde était extrêmement impliqué. Et l'intervenant cherchait c'est souvent les intervenants pivots qu'ils appellent, doit passer 1 heure par jour à communiquer avec tout le monde pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Notre application permet de juste tout rassembler naturellement à une place, puis de pouvoir faire des liens du « Ah, tiens, il a mal dormi cette nuit, c'est peut-être pour ça qu'il est en train de faire le bacon. » ou ce genre de choses. Effectivement. Depuis 2017, c'est quand même, comme tu disais, c'est une jeune entreprise, mais ça a évolué parce qu'on s'était parlé en 2017, puis donc, quelques années plus tard, comment ça s'est développé et où est-ce que... Parce que c'est tout un mandat, là, c'est presque l'histoire d'une vie, finalement, pour toi. Ah, pour moi, c'est clairement l'histoire d'une vie. J'ai toujours travaillé dans des projets dans cette direction-là. Ouais. Et Myéline sans Myéline, ça va rester dans cette direction. Mais comment ça s'est développé en quelques années, 3 ans, disons? Alors, au début, on avait un produit, Myéline, dans lequel on essayait de tout faire. La première chose qu'on nous a dit, c'est que c'était pas clair ce qu'on essayait de faire. Donc, on a passé un bon 2 ans de co-construction avec les gens, à faire des ateliers, à tester l'application, à revenir sur la table à dessin, à essayer de définir vraiment bien c'était quoi le besoin, mais surtout comment y répondre. Et de là, on a sorti Myéline telle qu'elle était au début de l'année 2020, avec un système de recherche d'informations et un système de suivi. Pour le COVID et répondre plus rapidement à un besoin, on a séparé l'app en 2. Myéline a encore toutes ses fonctionnalités, mais on a une app qui a juste les fonctionnalités de télépratique et de suivi, qui est Synerpsy, qui, lui, vise beaucoup plus les intervenants, mais qui a aussi permis de simplifier énormément cette interface-là de suivi. Parce que par conséquent, il n'y avait pas tout le bruit de la recherche d'informations, il y a un espace avec lequel tu as tes profils, tu as tes suivis, etc., beaucoup plus épuré. Ce qui nous permet aussi dans Myéline, par conséquent, cette année, de se recentrer sur l'information, de se recentrer surtout sur le lien science et pratique, comme je disais, mais de façon actionnable, qu'on peut mettre en pratique, en fait, qui est utile, qui est concret au quotidien. Donc, pas dans les grandes théories que... Pratico-pratique, là. C'est ça. Concrètement, il se passe quelque chose. Dans ce contexte-là, ces caractéristiques-là, je fais quoi? Selon la science, selon la pratique, selon vous, c'est à vous de nous le dire. En arrière, il se passe quoi? Je veux dire, il y a toi, il y a d'autres personnes. Vous travaillez comment? Comment vous... Ça a tellement l'air d'un immense océan de données qu'on se demande comment vous pouvez réussir à tout mettre ça ensemble et que ça aboutisse finalement à ce que vous voulez que ça devienne. Avant la création même de Myéline, on commençait déjà à travailler sur la base de connaissances. Donc, essayer de trouver comment on peut représenter le domaine de l'intervention psychosociale en santé mentale. Et de là, on a commencé à greffer des bouts. Avec la co-construction, ça a commencé à devenir une espèce de petit mutant tentaculaire et on se recentre cette année, en fait, pour faire un tout plus cohérent. Donc, c'est normal, surtout au début, qu'on ait de l'air un peu noyé. Il y a beaucoup de En même stock, temps, là, on essaie aussi de... cette année, on s'étend de l'autisme vers toute la neurodiversité puis vers tous les aspects de la santé mentale au sens large. Donc, l'épanouissement de la personne, etc. C'est large. Mais en même temps, si on veut couvrir un sujet comme l'autisme, on n'a pas le choix de couvrir tous les autres. Parce qu'il y a tous les types d'autisme. Il n'y a pas un autisme. Il n'y a pas un autisme. Et c'est pas parce que tu es autiste que tu n'as pas un trouble anxieux ou que tu n'as pas d'autres difficultés ou que tu n'as pas d'autres forces. Et tout l'intérêt de s'étendre à la neurodiversité, c'est de pouvoir mieux répondre autant à notre clientèle autiste initiale qui est rarement juste l'autisme,
qui n'est pas définie par son diagnostic uniquement ou par n'importe quel ensemble de diagnostics. Et aussi pouvoir répondre à d'autres personnes qui avaient d'autres caractéristiques ou d'autres besoins. Et le milieu, dans le fond, vous faites ça surtout aussi pour rendre service, bien sûr, aux gens, mais le milieu travaille avec vous. J'imagine les gens qui veulent qu'il y ait plus de services ou que les gens atteints de problèmes de santé mentale vivent mieux, bien, il y a un intérêt de leur part aussi. Là. Oui, en fait, la co-construction s'est faite avec des intervenants, avec des parents, avec des personnes autistes, avec un peu de chercheurs. Et par exemple, pour le COVID-19, on a fait un partenariat avec le RNETSA, en troubles du spectre de l'autisme, la Fédération québécoise de l'autisme, pour assembler toutes les ressources qui étaient disponibles pour les personnes autistes, leurs intervenants, leurs proches, en lien avec le COVID. Des choses aussi simples ou banales que de s'habituer au masque est extrêmement difficile souvent pour les personnes autistes en termes sensoriels, en termes de capacité de comprendre les autres, ou ce genre de choses. Il doit y avoir des fois même un effet de panique, quelque chose. On n'en parle pas souvent de ça, mais effectivement, c'est déjà dur pour la population dite normale ou qui est en bonne santé, là, relativement, de vivre avec ça, mais d'avoir des problématiques de santé mentale, effectivement, il peut y avoir des embûches, là, encore plus. Oui, puis ça peut être des déclencheurs sur plein de choses, aussi anodin que ça peut sembler pour certains. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus des exemptions pour les personnes touchées par la santé mentale. Oui, c'est ça. Comment tu vois, Maryse, pour le développement, parce que c'est, comme on disait tantôt, c'est l'effort d'une vie, puis c'est quelque chose qui est passionnant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de découvertes à faire, puis il y a beaucoup de nouveautés qui vont se passer avec l'intelligence artificielle. Comment tu vois l'avenir de Myéline et ton avenir aussi là-dedans, évidemment? Je vois une extension à toutes les formes de neurodiversité, comme je disais, à la santé mentale. Je vois plein de défis en termes d'entreprise qui grandit, en termes de concilier valeurs et modèles d'affaires, ou plutôt comment intégrer le tout de façon harmonieuse, ce qui est toujours un défi pour les entreprises sociales. Pour ne pas perdre finalement les objectifs puis les buts là, du départ. Oui, complètement. Qui est quand même le truc sur lequel je suis le moins inquiète personnellement, mais c'est peut-être juste parce que je suis aussi la plus sensible à ça dans l'équipe. Oui. Je suis le canari jaune dans la mine. Tu gardes toujours ça un petit quelque part dans le coin là, pour dire il faut pas qu'on perde l'espèce de la mission peut-être. Ou, complètement. Oui, hein? Et on est tous rentrés dans Myéline pour la mission. Oui. Ou pour une idée de ce que pourrait être Myéline même après la santé mentale, s'étendre à tous les domaines de connaissances et c'est ça qui nous drive, en fait. Oui. Et le modèle peut sûrement se répartir, se reprojeter sur d'autres types de problématiques. Après, complètement. Oui, c'est ça. On peut déjà s'entendre à toute la santé au sens large, sans trop de difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire, myéline? Est-ce que les lettres veulent dire quelque chose? Ou... Oui, en fait, la myéline, c'est la substance dans le cerveau qui permet de faire circuler l'information plus vite. Et c'était le but de l'entreprise, de faire en sorte que la bonne information arrive au bon moment. Oui. Comme ça évolue énormément, comment on peut faire pour en savoir, être informé au moment où on veut être informé justement sur Myéline, comment on peut faire? Notre site web, myéline.solutions, les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn et notre infolettre. Donc, on cherche M-Y-E-L-I-N, Myéline. M-Y-E-L-I-N.solution. S-O-L-U-T-I-O-N-S. Excellent. Merci beaucoup, Maryse Bonenfant, donc, d'avoir été des nôtres. Et puis, bonne continuation. On se fera une autre entrevue éventuellement pour continuer. On vous suit. C'est très intéressant. C'est emballant comme projet. Merci beaucoup d'avoir été à Folie Douce. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous syntonisez l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé. Le sujet entamé plus tôt, ce que les épreuves nous enseignent, Pierre. Oui, parce que c'est vrai, au fond, les épreuves, on pourrait s'en passer, mais on grandit de ça. Oui. On apprend des choses sur nous aussi. Et sans être défaitiste, ça n'existe pas, une vie sans épreuves. Peu importe notre situation financière, sociale, tout le monde a des épreuves, c'est sûr. Ne serait-ce que le décès de nos parents, c'est des épreuves. Oui. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet, comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, écrit par Mme Isabelle Taube, qui est journaliste française. Et j'ai pris ça sur le site psychologie.com. Alors, elle nous dit un congédiement, une maladie, le décès d'un proche, une séparation ou la simple prise de conscience que notre couple n'est plus ce qu'il était constitue une interruption de parcours. Madame Valérie Blanco, qui est psychanalyste, nous dit « Là où il y avait des mots, il y a un vide. L'incompréhensible, soudain, fait irruption dans la trame de nos vies.
d'où la nécessité de rétablir progressivement du sens. Se confier à un proche, un ami, est essentiel. Et M. Olivier Douville, qui est lui aussi psychanalyste français, nous dit « Surtout un ami assez malin pour savoir que ses conseils ne seront pas suivis. » Ouais. Ça, je l'ai trouvé bonne. Ça arrive souvent, ça. Les conseils ne sont pas suivis. Oui. Alors, Mme Isabelle Taube poursuit en disant « Certains choisiront la voie de l'écriture, précieux remède à l'angoisse et à la tristesse, car écrire, c'est créer, c'est agir, quand bien même les événements semblent nous condamner à la passivité. Confier notre peur de mourir à la feuille blanche, crier notre rage d'avoir été trompé, quitter ou licencier, se moquer par le biais du verbe de ceux qui nous ont insultés, les accabler d'injures. » Mais tout le monde n'est pas doué pour l'écriture, c'est vrai, parce que si t'es pas bon pour écrire, peut-être que ça va te frustrer encore plus. C'est ça. Alors, il reste la peinture, le dessin ou le simple fait de contempler un ciel étoilé, ou encore l'action, soit marcher, courir, nager. À l'annonce d'un congédiement, pourquoi ne pas s'offrir, si c'est possible, une pause à la campagne? M. Douville nous dit « C'est le moment de se souvenir que nous avons le droit de vivre, même quand nous ne sommes pas utiles au système. Délaissés ou trahis par notre partenaire, nous tendons à nous laisser aller, à nous négliger. Il faudrait à l'inverse essayer de renouer avec la séduction qui maintient le désir vivant. Pas seulement Eros, le désir sexuel, mais l'ensemble des pulsions de notre vie, soit les moteurs de l'existence. » Des fois, les gens n'ont pas tout à fait la tête à ça, mais disons que ça dépend toujours de la situation. Surtout si t'es déprimé et que t'as plus d'argent. Non, c'est ça. Ça arrive souvent tout ensemble, c'est ça. On se trouve pas trop séduisant. Non, c'est sûr. Madame Taube poursuit en disant « S'il existe des stratégies de défense efficaces, il n'existe pas de réponse universelle. Quand un de nos points d'appui essentiels s'effondre, qu'il s'agisse de la sphère professionnelle, familiale ou amoureuse, ou encore de la disparition d'un être cher, nous devons nous engager dans un travail intérieur de deuil. Parfois, dénier pendant un temps la réalité de la perte est préférable si cet aveuglement passager nous épargne une grave dépression. Surtout, il semble évident que nous ne sommes pas égaux face aux difficultés de la vie. Des personnes tenues pour fragiles résistent à des catastrophes terribles et des colosses s'écroulent après avoir été quittés par leur petit ami. Il y a souvent aussi, par contre, un genre de justice, dans le sens que les épreuves qu'on traverse, souvent, on va avoir les ressources pour les traverser. C'est rare qu'on va avoir des épreuves qui seront insurmontables pour nous. Oui. En général, la vie fait en sorte que la vie connaît un peu qui on est, puis je pense qu'on n'a pas plus que qu'est-ce qu'on peut endurer, général. Peut-être. Ah oui, il faut dire en général. En général. Il y en a qui passent au suicide, malheureusement. Il y en a peut-être qui le voient plus grand, mais en général, on devrait avoir les ressources. C'est pas toujours facile, je sais. Oui. En fait, c'est M. Douville qui nous dit « Y aurait-il un mystère de ceux qui s'en sortent mieux que les autres? Nous rencontrons des personnes mieux outillées narcissiquement, c'est-à-dire face à eux-mêmes. Ouais. Elles ont une bonne image d'elles-mêmes et ont confiance en leur chance de rebondir après une passe difficile. Mais, poursuit-il, il est illusoire de penser que notre force psychique ou notre énergie intérieure reste identique tout au long de notre vie. Tout individu, sans exception, présente un défaut dans sa cuirasse. Il n'existe aucune méthode éducative pour transformer un être humain en une machine de combat. Il y a plusieurs fois aussi, si ça arrive à un mauvais moment où la personne est déjà faible sur un autre plan, ça aide pas. C'est ça. Quand on est bien blindé, on est prêt à avoir une épreuve, mais c'est pas toujours la bonne situation. Mais des fois, un peu comme tu dis, il peut y arriver 2 épreuves en même temps. Puis là, c'est là qu'on est un peu débalancé. Madame Taube nous dit « Il semblerait que les individus dont le cerveau sécrète une grande quantité de dopamine et de sérotonine soient mieux armés face aux difficultés de la vie. Ils sont plus actifs, plus optimistes. Le problème, c'est tout comme notre énergie psychique, notre taux de dopamine et de sérotonine est sujet à des fluctuations. Et il ne nous garantit pas à lui seul un moral d'acier ni le désir de surmonter l'épreuve. L'image que nous avons de nous, les liens que nous avons tissés jouent un rôle tout aussi essentiel. Madame Valérie Blanco nous dit « Une certaine souplesse psychique est nécessaire pour faire face aux aléas de l'existence. Mais c'est surtout le sens que revêt une telle ou telle épreuve pour un individu qui est déterminant.
Ainsi, une femme qui, à 30 ans, a perdu un enfant en bas âge sans s'effondrer, qui a tenu le coup 15 ans plus tard, quand sa fille aînée est morte sous ses yeux, et qui est entrée dans une profonde dépression à 50 ans, le jour où elle a dû renoncer à son statut de gérante d'une grande entreprise. Brutalement, elle n'était plus rien, plus personne, et sans appui pour vivre au quotidien. Surmonter les difficultés, est-ce une affaire de courage? M. Douville nous dit non. Le courage est un bel idéal moral et une vertu philosophique, mais d'un point de vue psychanalytique, il ne signifie rien. Mais je poursuivrai. Oui, dans la prochaine émission, effectivement, c'est un beau sujet, donc beau sujet dans le sens, c'est une problématique, mais c'est intéressant de s'y attarder. Donc, ce que les épreuves nous enseignent. Merci Pierre pour ce sujet-là. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, Pierre Laporte, je tiens à te remercier pour tes blocs espresso et allongés. Bienvenue, mon cher. Tu nous as parlé de ce que les épreuves nous enseignent. On va poursuivre à la prochaine émission. D'ailleurs, il y a beaucoup de bonnes informations encore à entendre à ce sujet-là. Je remercie notre invité, David Ford Johnson, qui nous a mieux fait connaître l'ACPAM. Notre invité en début de deuxième demi, Maryse Bonenfant, nous a pour sa part parlé de myéline, qui a rapport avec l'intelligence artificielle et la santé mentale. Alors, merci beaucoup pour ta mise en onde également, Pierre. Bienvenue, Yvan. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.